Ce soir, nous allons continuer toujours dans le Sefer Ahava, au 3e chapitre, où on va apprendre sur quel est le kavod, le respect que l'on doit avoir, pas seulement de façon générale au livre saint, parce que vous le savez, lorsqu'il y a un livre de Torah qui tombe par terre, par exemple, eh bien, on se doit de le ramasser, de l'embrasser, de le mettre à l'endroit, etc. Mais aussi de ce qu'on va lire de ces livres. Comme par exemple, on va parler du schéma Israël. Et donc, on va voir que de façon générale, on ne peut pas faire la prière où on veut, on ne peut pas faire de l'étude, on ne peut pas faire précisément encore plus, un des passages les plus importants du schéma Israël, là où on veut. Alors, premièrement, comment fait-on le schéma Israël? De base, il faut toujours avoir les mains propres. Pourquoi? Parce que la pureté, c'est quelque chose qui est très important tout le temps. On se lave le matin, c'est la première chose qu'on fait, on se lave les mains. Après, quand on va avant de manger, on se lave les mains. Avant de faire la prière, on se lave les mains. De la même façon, avant de lire le schéma Israël, on se lave les mains. Et quand on dit on se lave les mains, c'est pas juste comme ça avec de l'eau. On parle en faisant avec le kéli, une fois à droite, une fois à gauche, etc., comme il le faut. Maintenant, que faire s'il n'y a pas d'eau? Et le souci qui pourrait arriver, c'est le fait qu'à un certain moment, il y a l'horaire du schéma Israël que l'on doit tenir. C'est le matin, ça dépend les endroits, les horaires, l'été, l'hiver, mais de façon générale, entre 7 et 9 heures du matin, quelque chose comme ça. Après, ça devient plutôt tard pour pouvoir faire le schéma Israël. Alors oui, on peut faire le schéma Israël, mais ça n'amènera pas la même lumière. Il y a un moment spécifique pour le schéma Israël le matin. Alors quoi faire si on n'a pas d'eau? Alors, il suffit de se frotter les mains sur un caillou, sur de la terre, sur une poutre, sur un mur, etc., pour avoir un petit peu, entre guillemets, fait un geste de recherche de pureté pour pouvoir faire le schéma Israël. Bien sûr, c'est pas le top, et il vaut mieux chercher de l'eau, mais imaginez que vous êtes dans le désert, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, ne serait-ce que vous êtes, par exemple, en vacances, vous êtes touriste et que vous vous rappelez que vous n'avez pas fait le schéma Israël et que l'heure va passer, alors vous frottez vos mains 2-3 fois sur le mur et vous pouvez le faire. Par contre, faire attention parce qu'on ne peut pas faire le schéma où on veut. Par exemple, dans une salle de bain. Alors, c'est marqué plus précisément dans des termes. Ou alors, dans des toilettes. Et même s'ils sont propres, c'est un endroit qui n'est pas fait pour des lectures de Torah ou de prière. On ne peut pas faire là-bas ni le schéma ni rien d'autre. La même chose pour un cimetière ou à côté d'un mort, etc. Il y a une certaine impureté qui s'y trouve. Et on ne peut pas faire le schéma Israël. Au point que le Rambam nous rajoute qu'à partir du moment où quelqu'un a fait le schéma Israël quand même dans ces endroits-là, c'est presque, plus ou moins presque, comme s'il n'avait pas fait. Ce qui fait qu'il va falloir le refaire plus tard. Par contre, s'il y a des toilettes qui sont propres, mais pas propres parce qu'ils ont été lavés, ils sont tout neufs. Dans ces cas-là, c'est pas encore appelé des toilettes. Donc, on pourrait faire à l'intérieur, mais pas vraiment à l'intérieur des toilettes, mais dans la partie extérieure. Dans ces cas-là, ça pourrait être permis, mais avant d'arriver à un cas comme ça, c'est pas pour tout de suite. Mais la même chose, par exemple, vous arrivez dans une inauguration de piscine, par exemple, où ça n'a jamais encore été utilisé, il n'y a jamais encore eu des personnes qui étaient nues à l'intérieur, et que vous vous rappelez qu'il faut faire schéma, comme c'est l'inauguration que personne ne l'a testé encore, c'est encore appelé un endroit qui serait d'une certaine façon pur, et vous pourriez faire le schéma Israël. Maintenant, que faire si c'est un endroit où on n'est pas sûr? Par exemple, ça a été destiné pour quelque chose. Une partie, par exemple, dans la piscine, on vous donne une idée. Hein. Vous avez des vestiaires, il y a des vestiaires qui ont été prévus, et une autre partie des vestiaires qui a été prévue pour ça, mais ça n'a jamais été utilisé. Pourquoi? Parce qu'on le garde au cas où si vraiment un jour il y a vraiment énormément de monde. Et en fin de compte, on l'a jamais utilisé. Est-ce que c'est un endroit permis ou pas permis? Et là, ça va dépendre. Ça va dépendre si la structure a été vraiment prévue pour ça, c'est problématique. Parce que, allez savoir s'il n'y a pas déjà eu, ne serait-ce qu'une fois, quelqu'un qui s'est déshabillé là-bas. Si par contre, il n'y a pas encore été fait de façon fixe que c'est fait pour ça, dans ces cas-là, on pourrait faire Shema Israël là-bas. Par contre, bien sûr, toute la partie où on est habillé, même si ça fait partie du bâtiment, il n'y a pas de problème de faire le Shema Israël là-bas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, de façon générale, c'est pas que le schéma. C'est les prières, c'est de l'étude de la Torah. Tous les endroits qui ne sont pas purs, qui ne sont pas propres, on ne peut pas
dire des mots de Torah, des mots sacrés. Et c'est la même chose en français. On ne va pas faire un cours de Torah en français si c'est un endroit qui n'est pas propre. Parce que même penser à des paroles de Torah alors qu'on est aux toilettes, c'est interdit. Donc encore plus les dire même si c'est en français. Par contre, si on se trouve dans les piscines, dans les thermes, dans les bains, dans les jacuzzis ou autres, on peut parler d'autres choses. On peut même parler de Dieu en disant qu'il est gentil, qu'il est bienveillant, qu'il est fidèle. Ça, on pourrait dire. Mais on ne peut pas dire son nom, par contre, parce que le nom d'Hachem, ça, c'est interdit. Autant qu'on n'a pas le droit ni de l'écrire ni de l'effacer, c'est sûr qu'on ne va pas dire le nom d'Hachem dans les bains. C'est pour cela que, par exemple, le fait de dire Shalom, qui est en fin de compte aussi un nom de Dieu, pourrait être tout à fait problématique à dire dans les toilettes ou dans les salles de bain. C'est pour cela qu'on ne dit pas Shalom, on ne répond pas Shalom lorsqu'on est aux toilettes. La seule possibilité qu'on pourrait parler un petit peu du fait qu'on parle d'une halakha, d'une loi de la Torah, c'est lorsqu'on va dire à quelqu'un, attention, c'est interdit de dire des mots de Torah ici. Donc c'est une halakha en soi. Donc c'est un mot de Torah. Mais le fait qu'on est en train de protéger la Torah, de protéger le respect et l'honneur de la Torah, dans ce cas précis, on peut le dire à quelqu'un même si on se trouve dans un endroit comme ça. De la même façon, imaginez que vous êtes dehors dans la rue et qu'il y a les chiens qui ont fait des excréments devant vous. Eh bien, c'est la même chose. C'est malodorant, c'est pas propre, c'est pas bon. Donc, vous ne pourrez pas faire de Shema Israël, d'Amida, de Mot Torah. À côté, on doit s'éloigner. Et la question qui pourrait se poser, surtout quand on a des enfants, des petits à la maison, est-ce que s'il y a une couche à côté qui sent pas bon, est-ce qu'on peut continuer d'étudier la Torah? Alors ça va dépendre de quel enfant on parle. C'est un enfant qui sait ce que ça veut dire propre, pas propre. Si c'est un bébé, comme le Rambam vient de nous dire ici, et l'urine d'un enfant incapable de consommer le volume d'une olive de céréales dans le temps mis par un adulte pour en consommer le volume de 3 œufs. C'est vraiment un bébé, quoi. Dans ces cas-là, c'est pas problématique. Ok? Alors, maintenant, il faut savoir que imaginez qu'il y a un morceau d'excrément qui est sec. Quand je vous dis sec, c'est sec. C'est-à-dire que ça fait vraiment le chasra qu'il est là. Alors, s'il est vraiment au point de s'effriter, que c'est vraiment de la poussière, et qu'il n'y a pas d'odeur surtout, il faut faire aussi attention à ça, il n'y a pas de problème. Mais si il est encore un peu mou et que on sent, on voit que c'est encore un excrément, donc là, c'est encore interdit. La même chose s'il y a eu quelqu'un qui a fait pipi sur un tapis, par exemple. Alors, si c'est absorbé au point que c'est plus humide, c'est sec, et il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de problème. Pour cela, il ne faut pas trop stresser si une fois un enfant il a fait pipi quelque part dans la maison, en fin de compte ça a séché. Bon, de toute façon, il faut laver, c'est pas la question, mais imaginez que vous n'avez pas la possibilité de le faire à la seconde, vous pouvez, à partir du moment où c'est sec, faire à côté des filottes. Alors, quel est maintenant l'éloignement que l'on doit avoir? Par exemple, imaginez que vous êtes à la synagogue, il y a les toilettes, la porte des toilettes est ouverte, ça sent pas bon. Est-ce qu'on peut faire la tefila? C'est pas sûr, parce que il faut qu'on soit dans un endroit qui sente bon, qu'on se sente bien, qu'il y a la Torah, qu'il y a le kavod, qu'il y a tout ça, c'est important. Mais ça vaut aussi pour chez vous à la maison. Donc, imaginez maintenant, vous êtes dans la rue ou même chez vous à la maison et qu'il y a un endroit qui sent pas bon, on doit s'éloigner au moins de 4 coudées, ce qui veut dire plus ou moins 2 mètres, parce que ça nous permet de ne pas les voir et de façon générale de ne pas les sentir. Si on peut toujours les voir, si on peut toujours les sentir, ça peut être problématique. Ça, c'est la première chose de base. Par contre, il faut savoir que si on les a recouverts, qu'on les voit plus, même qu'on est dans la même pièce, c'est pas un problème. Et c'est pour cela que si on a une porte de toilette qui se trouve vraiment dans la synagogue, par exemple, si la porte est ouverte, on ne peut pas prier. Si la porte est fermée, on peut prier. C'est pour cela que de façon générale, on fait toujours les toilettes à l'extérieur, mais ça peut arriver des cas où il n'y a pas de possibilité, dans des petits stibels par exemple. Dans ces cas-là, c'est bien d'avoir 2 portes. Une qui va rentrer dans un sas, qui va rentrer en fin de compte dans les toilettes, ce qui nous permet de ne pas avoir à s'arrêter de faire la tefila tout le temps. Alors maintenant, on a expliqué que le fait d'avoir un excrément pourrait être problématique par rapport au fait que c'est pas respectueux, aussi tout simplement parce qu'on le voit et surtout parce qu'il y a de l'odeur. S'il y a une séparation en verre, eh bien ce sera quand même permis de le lire à côté. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une séparation
il n'y a pas d'odeur, donc on n'est pas dans la même pièce, ce n'est donc pas un problème. De la même façon, à partir du moment où il y a de l'urine quelque part et on a versé déjà assez d'eau, et Maïmonide nous précise c'est au moins un révéite, donc 8,6 centilitres plus ou moins à l'intérieur, ce qui fait que ça s'est mélangé, que c'est déjà plus ou moins du liquide et plus vraiment que du pipi. Dans ces cas-là, on pourrait faire des tfilotes à côté. Alors, maintenant, que faire lorsqu'il y a quelque chose par terre et que vous voudriez faire la tfila à cet endroit précis, parce que vous n'avez pas le choix, et que vous n'avez pas d'autre possibilité de rester là. Est-ce qu'on peut mettre sa chaussure dessus, comme ça on ne le voit pas, et à ce moment-là faire la tfila? Alors ça dépend. Parce que si la chaussure va toucher l'excrément, c'est un problème, parce que ça va nous souiller nous-mêmes aussi, parce qu'on va toucher ça. Même que c'est la chaussure, c'est une partie de nous-mêmes à ce moment-là. Si par contre, lorsqu'on va mettre le pied dessus, sur ce trou, et à l'intérieur de ce trou se trouvent les excréments, dans ces cas-là, c'est pas problématique. Il faut savoir que de façon générale, on doit être propre soi-même pour pouvoir faire la tfila. Si on n'est pas propre, c'est problématique. Ça vaut pour les mains, ça vaut pour les pieds, ça vaut pour le corps. Mais à partir du moment où c'est sec et qu'il n'y a pas d'odeur, sur les mains, c'est pas tellement un problème, même si c'est pas top. Par contre, si c'est à l'intérieur de soi-même, c'est vraiment là où on va aux toilettes, et que là-bas c'est encore mou, c'est encore c'est pas propre, c'est humide, là c'est interdit. On peut pas. C'est pour cela qu'il est important, premièrement, de se laver les mains, comme on a dit au tout début, mais surtout de vérifier qu'on soit toujours propre en sortant des toilettes, parce que sinon on ne peut pas faire la tfila. Très important. Alors maintenant, comme on a expliqué, l'odeur est quelque chose de très important. À partir du moment où on va s'éloigner de plus de 2 mètres, si on y a encore l'odeur, c'est un problème. Il faut vraiment s'éloigner jusqu'au moment où l'odeur aura disparu. Par contre, si après 1 mètre, il n'y a plus d'odeur, dans ce cas-là, ça pourrait être bon, à partir du moment, bien sûr, on ne voit pas le problème. Alors, il faut savoir que il peut y avoir des choses qui vont passer devant vous, qui ne seraient pas cachères ou pas propres, mais que sur place, à la seconde où vous avez commencé, tout était bien. Par exemple, vous êtes à côté d'une rivière et puis il y a des bateaux avec plein d'excréments qui passent ou des choses comme ça. Alors dans ces cas-là, à la seconde où ça passe, on ne pourra pas. Il faut vraiment se mettre derrière, se retourner, être de 4 côtés, ne pas avoir cette odeur qui ne sera pas bonne. Parce que c'est tout simplement, c'est pas honorable. Il n'y a pas un manque de respect pour la Torah et pour les mots de prière. De la même façon, c'est pas parce qu'on va boucher comme ça avec sa main la bouche que ça veut dire qu'on pourrait continuer de faire le schéma. Pas du tout. L'endroit où on est, le fait de vous dire des mots de tefila, si on n'est pas dans un endroit propre, même si on cache la bouche comme ça change pas. On ne peut pas les dire. Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, il y a quelque chose qui pourra arriver. Quelqu'un qui a lâché un gaz intestinal, ça peut arriver. Et il vient de faire le schéma. Et il y a une odeur qui arrive à son nez qui n'est peut-être pas super sympathique. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter ce qu'il est en train de dire. Il va s'arrêter en plein milieu du chemin. Il va attendre que l'odeur passe. Et à ce moment-là, il pourra continuer. La même chose s'il est en train d'étudier la Torah. S'il y a une odeur qui est pestilentielle, qui n'est pas bonne, on ne peut pas étudier la Torah. On doit s'arrêter. La seule différence serait si c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce P. Dans ces cas-là, on se doit s'interrompre pour la lecture du schéma, mais pas pour l'étude de la Torah. Maintenant, s'il y a un doute, vous savez que de façon générale, lorsqu'il y a un problème de doute, un safek, ça va dépendre si c'est un safek de la Torah ou un safek des Chachamim. Si c'est un safek de la Torah, on est marqué, on fait très attention. Si c'est un safek des Chachamim, on est plus cool, on est plus calme, et donc c'est plus facile à trouver une solution. Donc imaginez par exemple qu'une personne se trouve dans un dépotoir. Quand on dit dépotoir, ça peut être par exemple un garage, il y a vraiment de tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, il y a peut-être un doute qu'il y a un animal qui est venu et qui a fait des excréments. Ça peut arriver. Tant que vraiment de façon générale, il n'y a pas, et que ça reste un doute, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si on sait qu'il y a eu, et que là, il faut quand même vérifier s'il n'y en a plus,
là c'est déjà un autre problème, parce qu'il y a déjà quelque chose de sûr que l'on sait que c'est déjà arrivé. Maintenant, il faut savoir que la nudité, c'est aussi une certaine forme d'impureté. C'est pas vraiment le mot, mais en fin de compte, c'est un non-respect au schéma ou à la Torah. Donc, que ce soit sur une personne, un homme, une femme, etc., juif ou pas juif, ou même un enfant, on ne peut pas faire un mot de Torah si la personne est nue devant nous. Et quelle que soit la façon, même si c'est une séparation, mais on voit, le fait de voir la nudité est un problème, on doit détourner le visage. La même chose, le corps de la femme, mais pas seulement de la femme en général, mais de même de sa propre femme, si elle est pas très bien habillée devant nous, même si en soi on a le droit de la voir parce que voilà, on est marié à ce moment-là, mais quand même, on peut pas faire un mot de Torah à ce moment-là. Et donc, à partir du moment où un téphar, donc il y a déjà plus ou moins 8 cm, quelque chose comme ça, plus ou moins 6-7 cm qui sont découverts par rapport à ce que de façon habituelle elle est habillée, eh bien c'est déjà un problème, c'est déjà appelé un peu de nudité et il faudra tout simplement tourner la tête. Mais il faut savoir que cela fonctionne aussi par rapport à notre propre nudité. Ce qui veut dire que on n'a pas le droit non plus d'être nu et de faire la Torah et de faire le schéma. C'est interdit. Et c'est pour cela que même si on est à l'intérieur de sa couverture, c'est pas toujours si évident. Donc, comment faire? Si on est recouvert vraiment totalement, c'est moins problématique, mais il faut quand même faire une séparation pour vraiment, à partir du coup, voir qu'on puisse pas se voir nu. Dans ces cas-là, on pourrait faire le schéma dans son lit. Par contre, s'il y a deux individus qui dorment nus sous le même drap, de façon générale, on parle d'un couple, eh bien dans ces cas-là, il ne faut pas qu'ils se touchent quand au moment où il va faire Shema Israël. Parce que à ce moment-là, c'est comme si on voit, parce qu'on ressent la nudité de l'autre. Donc on ne peut pas faire le Shema Israël à ce moment-là. Là, par contre, si c'est avec des enfants, et une personne qui a des enfants, on ne parle pas qu'ils sont spécialement nus, hein, c'est pas la question, mais en tout cas on sent leur corps à côté, eh bien, s'ils sont vraiment petits, c'est des enfants, c'est pas un problématique, mais s'ils sont grands, ça pourrait être problématique, et ils sont considérés grands à partir de 1 an avant la bar mitzvah. Donc garçon 12 ans, fille 11 ans, et à ce moment-là, même si c'est moins que ça, mais vraiment, ils ont grandi, dans ces cas-là, ça pourrait être problématique, et donc, on ne pourrait pas faire le schéma Israël dans ces cas-là, il faudra faire une séparation avant de pouvoir faire le schéma ou l'étude de la Torah. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.